Un lundi matin, dans le café, le moulin à café criait plus fort que les conversations. Une femme blonde en manteau rouge s'approcha du comptoir. Ses mains firent quelques gestes hésitants, mais le barista se contenta de ricaner. « Si tu ne peux pas parler, tu ne devrais peut-être pas commander. » Personne ne vint l'aider. Alors, un homme portant un tablier usé s'avança. Il fit un signe à la petite fille, à côté de lui, avant de se tourner vers la femme. À cet instant, les yeux de la femme s'illuminèrent. Il sourit. « Un latte au lait d'avoine, c'est ça ?» Elle posa une carte de visite sur le comptoir. « Qu'en pensez-vous » Vivienne Rhodes, PDG, Auralis Technologies. Il se figea. Cette entreprise lui avait pris la personne qu'il aimait le plus au monde. Daniel Brooks avait 36 ans et se réveillait chaque matin au son du silence. Pas le silence paisible, mais celui qui s'installe après que quelque chose de beau vous a été arraché. 3 ans plus tôt, il était ingénieur logiciel, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il travaillait sur des systèmes qui prédisaient les flux de trafic, analysaient les flux de données et aidant les machines à comprendre le comportement humain. Sa femme Rachel travaillait à ses côtés dans le même secteur, brillante et passionnée par l'idée de rendre la technologie plus sûre. Ils vivaient dans une petite maison de banlieue avec leur fille, Sophie, née sourde, mais dont le rire remplissait chaque pièce. Puis l'accident eut lieu. Une voiture autonome, fabriquée par Auralis Technologies, avait mal fonctionné sur une chaussée mouillée. Le logiciel du véhicule n'avait pas réussi à détecter le trafic à l'arrêt devant lui. Rachel traversait la rue avec ses courses. Elle n'eut aucune chance. Le procès que Daniel intenta fut rejeté. Les preuves d'avérant disparu. Les avocats de l'entreprise étaient trop puissants. Leurs ressources étaient infinies comparées à son chagrin. Il perdit son emploi lorsqu'il commença à parler trop fort de la responsabilité des entreprises. Il perdit sa maison lorsque les frais de justice épuisèrent sur leurs économies. Tout ce qui lui restait, c'était Sophie et une rage si profonde qu'elle ne pouvait aller nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de lui. Maintenant, il travaillait de nuit au Seattle Bruce, un petit café du centre-ville où les pourboires étaient corrects et les questions rares. Il vivait dans un appartement exigu en périphérie de la ville, un endroit où le chauffage fonctionnait à peine et où les murs étaient si fins qu'on pouvait entendre les voisins se disputer. Mais les dessins de Sophie couvraient en chaque surface. Des paysages à la cire, des couchers de soleil peints au doigt, la vision des couleurs d'une enfant dans un monde devenu gris. Chaque soir avant son service, Daniel comptait l'argent liquide dans le tiroir de la cuisine. Le loyer était dû dans 12 jours. Les frais de scolarité de Sophie à l'école spécialisée pour enfants sourds étaient endus dans 15 jours. Il prenait des services supplémentaires, réparait des voitures dans un garage le week-end, rentrait à la maison avec de l'huile sous les ongles et l'épuisement jusque dans les os. À son poignet, il portait un bracelet en argent gravé de 3 mots « Écoute avec ton cœur ». Rachel le lui avait offert pour son dernier anniversaire avant de mourir, à l'époque où il croyait encore que le monde était juste et que les bonnes personnes étaient récompensées. Il ne l'enlevait jamais, même lorsque le métal chauffait contre son pouls. S'il perdait ce travail au café, il n'y avait pas de plan B. Pas de compte d'épargne, pas de famille, vers qui se tourner. Juste lui et Sophie, contre une ville qui avait déjà prouvé qu'elle s'en fichait. Il se disait que s'il parvenait à passer l'hiver, tout irait mieux. Le printemps semblait toujours porteur de possibilités, mais le destin avait d'autres plans. Il pleuvait le matin où Vivienne Rhodes entra au Seattle Bruce. Pas la bruine douce qui faisait la réputation de Seattle, mais une averse froide et impitoyable qui poussait les gens à se précipiter à l'intérieur, leurs manteaux trempés et l'irritation peinte sur leur visage. Elle se démarqua immédiatement, grande, posée, dans un manteau rouge qui semblait cher. Même sous la lumière fluorescente, ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon soigné, et elle portait un petit appareil auditif niché derrière son oreille gauche, discret mais visible si l'on savait où regarder. Son expression était soigneusement neutre, le genre de visage que les gens arborent quand ils ont appris à ne pas s'attendre à la gentillesse. Elle s'approcha du comptoir et commença à signer. Ses mains bougeaient avec précision, demandant un latte au lait d'avoine sans sucre. Le barista, un jeune homme nommé Tyler qui travaillait le matin, la regarda simplement d'un air vide, puis il rit. « Madame, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous ne pouvez pas parler, vous ne devriez peut-être pas commander. » Quelques clients à proximité ricanèrent. Une femme chuchota à son amie. Le visage de Vivienne ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la résignation, comme si cela s'était déjà produit et se reproduirait encore. Daniel essuyait des tables dans un coin. Sophie était à côté de lui, son sac à dos sur les épaules, attendant qu'il ait fini pour qu'il puisse l'emmener à l'école. Sa fille lui tira la manche.
Ses petites mains s'agitèrent rapidement. « Elle est comme moi, papa. » Il leva les yeux, vit la femme au comptoir, vit l'appareil auditif, vit la façon dont elle se tenait, avec dignité, même lorsque les gens riaient, et quelque chose en lui se brisa. Il s'approcha, ses mains signant déjà alors qu'il avançait. « Qu'est-ce que vous aimeriez ?» La tête de Vivienne se tourna brusquement vers lui. Ses yeux étaient écarquillés de surprise. Pendant un instant, elle ne répondit pas, comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un lui parlait en langue des signes. Puis ses mains bougèrent, avec précaution et gratitude. « Un latte au lait d'avoine, sans sucre, s'il vous plaît. » Daniel se tourna vers Tyler. « Un latte au lait d'avoine, sans sucre. » Le ricanement de Tyler disparut. Il enregistra la commande sans un mot de plus. Pendant qu'ils attendaient, Sophie s'approcha de la femme. Ses mains bougèrent avec l'honnêteté intrépide des enfants. C'était... « Tu es belle. » Vivienne cligna rapidement des yeux. Puis elle sourit, un vrai sourire, un de ceux qui atteignirent ses yeux et adoucissaient les traits de son visage. Elle s'accroupit au niveau de Sophie et signa en retour « Osore kolit serajele do croisseur. » Toi aussi. Une larme coula sur la joue de Vivienne. Elle l'essuya rapidement, comme si elle n'avait pas l'habitude de pleurer en public. Mais Daniel l'avait vu. Il avait vu la solitude dans ce simple geste de compréhension. Lorsque le latte fut prêt, Vivienne glissa la main dans son manteau et en sortit une carte de visite. Elle la posa sur le comptoir devant Daniel, puis signa « Merci » avant de sortir sous la pluie. Daniel ramassa la carte. Vivienne Rhodes, PDG, Auralis Technologies. La pièce se mit à tourner. Ce nom, cette entreprise, celle qui avait enterré la vérité sur la mort de sa femme, celle dont les avocats avaient fait disparaître des emails et soudoyé des témoins, celle qui s'en était sortie indemne pendant qu'il enterrait Rachel sous la pluie. Sophie lui tirait à nouveau la manche, lui demandant ce qui n'allait pas. Mais Daniel ne pouvait pas bouger. Il fixait simplement la carte. Le logo brillant captait la lumière, comme un défi. Vivienne Rhodes avait perdu Louis à l'âge de 10 ans. Elle se souvenait de l'explosion, un son aigu et horrible qui avait précédé le silence. Sa mère, Hélène Rhodes, était ingénieure chimiste et travaillait tard au laboratoire. Vivienne était venue après l'école, assise dans un coin à faire ses devoirs, lorsqu'une réaction avait mal tourné. L'explosion tua sa mère sur le coup. Elle perfora le tympan de Vivienne et endommagea les nerfs de son oreille gauche de manière irréversible. Elle passa des semaines à l'hôpital, apprenant que le monde n'aurait plus jamais le même son. Et son père, Gregory Rhodes, le fondateur d'Auralis Technologies, passa ces semaines à enseigner une autre leçon à sa fille. Le pouvoir est la seule voie que les gens respectent. Gregory éleva sa fille pour qu'elle soit intouchable, pour qu'elle ne montre jamais de faiblesse, utilisant la richesse et le contrôle comme une armure contre un monde qui, autrement, l'aurait considérée comme inférieure. Vivienne apprit la langue des signes en privé, mais refusa de l'utiliser en public. Elle portait des appareils auditifs coûtant des milliers de dollars et parlait avec une diction parfaite pour que personne ne puisse deviner sa perte. Elle avait construit des murs si hauts qu'elle-même avait oublié ce que c'était que d'être vulnérable. Au moment où elle hérita de l'entreprise à 30 ans, elle était exactement ce que son père avait conçu. Une PDG qui ne s'excusait jamais, une femme qui commandait les salles par son silence plus que par ses mots. Quelqu'un qui croyait que si vous montriez de la compassion, les gens en profiteraient d'un. Mais la solitude avait le don de s'infiltrer même à travers l'armure la plus épaisse. La nuit, dans son penthouse stérile, surplombant la ville, Vivienne retirait ses appareils auditifs et s'asseyait dans le noir. Le silence n'était pas paisible, il était simplement vide. L'histoire de Daniel était différente, mais les blessures étaient les mêmes. Rachel Brooks était programmeuse chez Auralis Technologies. Elle travaillait dans la division des véhicules autonomes. C'est elle qui avait découvert la faille dans le logiciel de navigation. Une erreur critique qui faisait que le système calculait mal la distance de freinage sur sol mouillé. Elle l'avait documenté, envoyé des rapports à son supérieur, exigé que le lancement du véhicule soit retardé jusqu'à ce que le problème soit résolu. Son supérieur était Marcus Hale, le directeur des opérations d'Auralis, un homme qui mesurait le succès en revenus trimestriels et en parts de marché. Il dit à Rachel que les données n'étaient pas concluantes, que le calendrier de lancement ne pouvait pas être reporté, qu'elle était trop prudente. Quand elle menaça d'aller plus haut, il la réaffecta à un autre projet et enterra ses rapports sur un serveur que personne ne consultait. 4 mois plus tard, le logiciel du véhicule défaillit. Rachel fut tuée. Marcus supprima ses dossiers de travail. Il s'assura que les emails internes ne fassent jamais surface lors de la procédure de divulgation. Il soudoya les bonnes personnes et le procès s'effondra avant même d'atteindre le tribunal. Daniel se retrouva avec une fille à élever et un cœur rempli d'une rage qui n'avait nulle part où aller.
Il essaya de continuer à travailler, mais la colère le suivait en réunion, dans les revues de code, dans toutes ses interactions, jusqu'à ce que ses employeurs décident qu'il représentait un trop grand risque. Alors il disparut dans un travail subalterne, où personne ne posait de questions et personne n'attendait en rien. Sophie grandit en ne connaissant sa mère qu'à travers des photos et des histoires. Elle touchait les images, traçant le contour du visage de sa mère, et Daniel lui parlait de la femme qui voulait rendre le monde plus sûr, d'une femme qui avait essayé de parler, d'une femme qu'on avait réduite au silence. Maintenant, 3 ans plus tard, la PDG de l'entreprise qui avait tué sa femme entrait dans son café et souriait à sa fille. L'univers avait un sens de l'ironie cruelle. 2 jours plus tard, Vivienne revint. Daniel remplissait des tasses derrière le comptoir quand elle entra. Pas de manteau rouge cette fois, elle portait un simple pull gris et un jean, ayant presque l'air d'une autre personne. Sauf pour sa posture, comme si elle avait l'habitude de commander, même sans essayer. Elle se dirigea droit vers lui et posa une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une invitation chez Auralis Technology. Nous développons un système d'IA pour traduire la langue des signes en paroles en temps réel. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le silence, quelqu'un qui sait ce que cela signifie quand le monde n'écoute pas. J'aimerais vous offrir un poste de consultant. Horaire flexible, salaire compétitif et la chance de créer quelque chose qui compte. Daniel regarda la lettre. Sa mâchoire se contracta. Chaque instinct lui criait de refuser, de froisser le papier et de le lui jeter à la figure, de lui dire qu'il ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise qui avait détruit sa vie. Mais c'est alors que Sophie apparut à côté de lui, son sac d'école rebondissant sur ses épaules. Elle était en avance. Il avait demandé à une voisine de l'amener après l'école. La petite fille regarda Vivienne, puis la lettre, puis de nouveau son père. Ses petites mains bougèrent avec une réflexion prudente. « Papa, peut-être que cette fois, tu pourras réparer ce qui nous a fait mal ?» Les mots le frappèrent comme un coup. Sophie, elle était déjà assez sage pour voir ce qu'il ne pouvait pas. Que la colère ne ramènerait pas Rachel, que se cacher ne changerait pas le passé. Que peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose qui valait la peine de se battre et qui n'était pas lié à la vengeance. Il leva les yeux vers Vivienne. Elle soutint son regard, attendant fermement. Il hocha la tête une fois. « Je viendrai la semaine prochaine. » Les épaules de Vivienne s'abaissèrent d'un légèrement, un soulagement qu'elle n'essaya pas de cacher. Elle signa à Sophie « Ton père est très courageux ». Sophie sourit et signa en retour « Je sais, le bâtiment d'Auralis Technology était exactement tel que Daniel se le rappelait des reportages télévisés pendant le procès. Du verre et de l'acier s'élevant au-dessus du centre-ville de Seattle, tel un monument au progrès. Le hall avait des sols en marbre et des écrans à LED affichant les cours de la bourse et les réalisations de l'entreprise. Des gens en costume cher se déplacèrent dans l'espace avec l'assurance de ceux qui savent au qu'ils gagnent. Daniel se sentit immédiatement déplacé. Son jean était usé, sa veste élimée au poignet. Sophie tenait fermement sa main. Ses yeux étaient grands ouverts alors qu'elle contemplait les surfaces brillantes et le bourdonnement des voix résonnant contre les hauts plafonds. Vivienne les accueillit près de l'ascenseur. Elle avait retrouvé son uniforme de PDG. Veste cintrée, talons aiguilles, cheveux tirés en arrière. Mais quand elle vit Sophie, son expression s'adoucit. Elle s'accroupit au niveau de Sophie et signa « Je suis contente que vous soyez venue ». Sophie signa en retour « C'est grand ici, c'est à toi tout ça ?» Vivienne sourit. « J'en suis responsable, c'est différent. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 15e étage, où le laboratoire de recherche en IA occupait une aile entière. Vivienne avait réservé une salle privée pour Daniel et Sophie, équipée d'ordinateurs, de tableaux blancs et d'un coin rempli de livres et de jouets pour que la petite fille puisse s'occuper pendant que son père travaillait. Les autres employés regardaient en Daniel avec un mélange de curiosité et de méfiance. Ils sentaient leurs regards le suivre dans les couloirs, entendaient les questions chuchotées. C'est qui lui ? Pourquoi est-il là ? Est-il vraiment qualifié ? Mais Vivienne fut claire. Cet homme est consultant sur notre projet le plus important. Il a l'expérience dont nous avons besoin. Traitez-le avec respect. Daniel passa la première semaine à éplucher le code du système d'IA, analysant les algorithmes de reconnaissance gestuelle, testant la précision de la traduction. Le travail lui était familier, le ramenant dans un monde qu'il avait laissé derrière lui. Et malgré tout, malgré sa colère et son chagrin, il découvrit que le projet lui tenait à cœur. Qu'il tenait à créer quelque chose qui pourrait aider des gens comme Sophie, comme Vivienne, comme tous ceux qui avaient déjà été ignorés parce que le monde n'avait pas pris la peine d'écouter. Vivienne passait au laboratoire chaque après-midi, vérifiant les progrès, posant des questions.
Leur conversation était entre un mélange de mots parlés et de signes, passant naturellement de l'un à l'autre. Daniel remarqua à quel point elle semblait détendue, lorsqu'elle signait, comme si elle s'autorisait à être elle-même, au lieu de la persona qu'elle affichait dans les salles de réunion. Sophie devint une figure incontournable du bureau, charmant le personnel avec ses dessins et son utilisation intrépide de la langue des signes. Elle assistait aux réunions, coloriant tranquillement, posant parfois des questions en signes qui faisaient encore rire les ingénieurs. C'est quoi un algorithme ? Pourquoi les ordinateurs doivent-ils apprendre ? Est-ce qu'ils peuvent rêver ? Daniel sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas exactement du bonheur, mais peut-être le début de quelque chose. La possibilité que la vie puisse être plus que de la simple survie. Et puis Marcus Hale l'a pris. Marcus Hale avait 40 ans. Il était grand et mince, avec des cheveux blonds gominés en arrière et des yeux de la couleur de la glace ancienne. Il portait des costumes sur mesure et une montre incrustée de diamants qui valait plus que la voiture de la plupart des gens. Il était chez Oralis depuis 15 ans, gravissant les échelons grâce à des décisions calculées et une cruauté stratégique. Quand il entendit que Vivienne avait engagé un consultant sans l'approbation du conseil d'administration et que ce consultant était Daniel Brooks, il ne cacha pas son mépris. Il trouva Daniel au laboratoire un après-midi. Sophie était assise à un bureau en train de dessiner pendant que son père travaillait. Marcus entra sans frapper. Sa présence remplit la pièce comme un courant d'air froid. « Tu penses que ton histoire larmoyante t'a valu une place à ce bureau ?» Daniel se tourna lentement. Il avait déjà vu le visage de Marcus dans des dépositions et des articles de journaux. L'homme qui avait tué sa femme par négligence puis avait étouffé l'affaire avec de l'argent. « On m'a invité », dit doucement Daniel. Marcus s'approcha. « Tu es un ingénieur raté qui n'a pas pu survivre dans le monde réel. Et maintenant tu es là à jouer à la famille avec la PDG, en utilisant ta gamine sourde comme carte de pitié. » Sophie leva les yeux, sentant la tension même si elle ne pouvait pas entendre les mots. Les mains de Daniel se serrèrent en poing. « Ma fille en n'a rien à voir là-dedans, n'est-ce pas ?» Marcus eut un sourire mince et aigu. Vivienne a un faible pour les œuvres de charité, mais cette entreprise ne fonctionne pas aux sentiments, elle fonctionne aux résultats. Et tu n'es qu'un autre risque sur le point de se concrétiser. Il partit sans attendre de réponse. La porte claqua derrière lui. Cette nuit-là, Daniel ne put dormir. Il resta éveillé dans son appartement, écoutant la respiration de Sophie dans la pièce voisine, repensant aux mots de Marcus. Œuvre de charité. Risque. Les mêmes mots qui le hantaient depuis la mort de Rachel. Les mêmes suppositions que les gens faisaient quand ils voyaient un père célibataire luttant pour garder la tête hors de l'eau. Mais quelque chose d'autre le dérangeait. Quelque chose que Marcus avait dit et qui ne sonnait pas juste. Cette entreprise ne fonctionne pas au sentiment. Comme si les émotions étaient une faiblesse, comme si se soucier des gens était un défaut, au lieu d'être l'essence même de tout. Daniel sortit du lit et ouvrit son ordinateur portable. Il avait toujours accès au réseau interne d'Oralis grâce à son travail de consultant. Il commença à chercher, suivant les chaînes de code et les structures de fichiers, à la recherche de tout ce qui semblait anormal. 3 heures plus tard, il le trouva. Caché sur un serveur d'archives, étiqueté A, se trouvaient les journaux d'il y a 3 ans. Diagnostic de véhicules, rapport de bugs et une chaîne d'emails entre Rachel Brooks et Marcus Hale. L'avertissement de Rachel, le rejet de Marcus. Et puis, après l'accident, la note finale, enterré ça, aucune trace, MH. Les mains de Daniel tremblaient, alors qu'il téléchargeait les fichiers. C'était ça, la preuve qui avait été effacée. La confirmation que Marcus connaissait la faille et l'avait ignorée, que Rachel était morte parce qu'un homme se souciait plus des profits que de la sécurité. Il devait montrer cela à Vivienne, mais alors qu'il regardait les fichiers, une peur froide s'installa dans sa poitrine. Marcus était puissant. Il avait enterré cela une fois. Il pouvait le refaire. Et cette fois, Daniel avait plus à perdre. Il avait Sophie à protéger. Le matin, Daniel se rendit au bureau de Vivienne. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la ville, et se retourna lorsqu'il entra. Son visage était calme, mais ses yeux étaient fatigués, comme si elle non plus n'avait pas dormi. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. » Il lui montra les fichiers, les emails, les rapports de Rachel, la dissimulation de Marcus. Vivienne lut tout en silence, son expression se durcissant à chaque page. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers Daniel avec quelque chose qui pouvait être de la culpabilité, du chagrin ou les deux. « Mon père était au courant, » dit-elle doucement. Il a dit à Marcus de gérer ça discrètement, de protéger la réputation de l'entreprise. Je ne connaissais pas les détails, mais je savais que quelque chose avait été enterré. Je l'ai toujours su. Daniel sentit sa colère monter. « Et tu n'as rien fait. » « J'avais 29 ans et j'avais peur de décevoir mon père, »
dit Vivienne, la voix tremblante. « J'ai passé toute ma vie à être ce que mon père voulait que je sois, et je me suis détestée pour ça chaque jour. » Elle se détourna, essuyant rapidement ses yeux. « Je ne peux pas réparer ce qui s'est passé. Je ne peux pas ramener ta femme. Mais je peux m'assurer que Marcus ne s'en tire pas comme ça. »« Il va nous détruire cette fois, » dit Daniel. « Il a le conseil d'administration, il a les avocats. Alors nous nous battrons plus intelligemment. » Vivienne le regarda et pour la première fois, Daniel ne vit pas la PDG, mais une femme qui était tout aussi fatiguée que lui de mentir. Nous allons l'exposer publiquement, de manière à ce qu'il ne puisse pas le cacher. Ils passèrent les 2 semaines suivantes à monter leur dossier. Daniel travaillait tard dans la nuit, vérifiant les fichiers, trouvant chaque lien entre les décisions de Marcus et les défaillances des véhicules. Vivienne contacta des journalistes, des enquêteurs, tous ceux qui pourraient les aider à faire éclater la vérité. Mais Marcus n'était pas stupide. Il avait des yeux partout dans l'entreprise, et quand il comprit ce qu'il faisait, il agit rapidement. D'abord, ce furent les rumeurs, des chuchotements selon lesquels Vivienne couchait avec un subordonné, qu'elle était compromise, qu'on ne pouvait pas faire confiance à son jugement. Les membres du conseil commencèrent à poser des questions. Les actionnaires exprimèrent leurs inquiétudes. Marcus joua le rôle du fidèle directeur des opérations, exprimant sa tristesse face aux mauvaises décisions de Vivienne, suggérant qu'elle avait peut-être besoin de temps pour se remettre les idées en place. Puis vint l'ultimatum lors d'une réunion du conseil à huis clos. On donna le choix à Vivienne, prendre un congé sabbatique et laisser Marcus assumer le rôle de PDG par intérim ou faire face à un vote de défiance qui la destituerait définitivement. Elle refusa et ils votèrent contre elle de toute façon. Le jour même, Daniel fut escorté hors du bâtiment par la sécurité. Son accès fut révoqué. Son contrat de consultant résilié. La raison officielle était « utilisation abusive des ressources de l'entreprise ». La vraie raison était que Marcus le voulait parti. Daniel récupéra Sophie à la garderie du rez-de-chaussée. Ses mains tremblaient alors qu'il lui signait « Nous rentrons à la maison ». Elle le regarda avec de grands yeux. « On a fait quelque chose de mal ?»« Non, chérie, on a essayé de faire quelque chose de bien. Parfois c'est pire. » Cette nuit-là, Vivienne était assise dans son appartement penthouse. Les lumières de la ville scintillaient en dessous. Elle retira ses appareils auditifs, laissant le silence s'installer sur elle comme une lourde couverture. Elle avait perdu. Marcus avait gagné et l'entreprise que son père avait bâtie continuerait à privilégier les profits au détriment des gens. Elle pensa à Daniel, à Sophie, à tous les gens comme Rachel qui avaient essayé de parler et qu'on avait réduits au silence. Et elle pensa à la femme qu'elle était devenue. Froide, contrôlée, complice, elle avait construit des murs pendant si longtemps qu'elle avait oublié comment être humaine. Ce fut Sophie qui changea tout. 3 jours après le licenciement de Daniel, la petite fille l'aidait à emballer leur appartement. Il ne pouvait plus se permettre de rester. Il avait trouvé un endroit moins cher à l'autre bout de la ville, plus petit et plus froid. Mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Sophie fouillait dans de vieilles boîtes appartenant à sa mère, regardant des photos et des bibelots, quand elle trouva quelque chose dont Daniel avait oublié l'existence. Une clé USB cachée dans une enveloppe portant l'inscription « Pour Daniel ». Il la brancha sur son ordinateur portable et le visage de Rachel apparut à l'écran. Elle avait enregistré une vidéo 3 jours avant de mourir. Son expression était grave. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. « Daniel, si tu regardes ça, c'est que quelque chose a mal tourné. J'ai tout documenté sur la faille du véhicule. Marcus n'arrête pas de me bloquer, mais j'ai besoin que cela soit enregistré. Je télécharge tout ici, les tests vidéo, les simulations ratées, les signes avant-coureurs. Tout. » La vidéo passa à un enregistrement de la caméra de bord d'un véhicule d'essai. La pluie, l'autoroute. La voiture s'approchant du trafic à l'arrêt, beaucoup trop vite. La voix de Rachel en fond sonore, urgente et effrayée. « Marcus, les commandes manuelles ne fonctionnent pas. Arrête-le. » Mais la voiture ne s'arrêta pas. Elle percuta la barrière à pleine vitesse. L'écran devint noir. Daniel resta assis, immobile, des larmes coulant sur son visage. Rachel savait. Elle avait essayé et elle avait laissé une preuve derrière elle parce qu'elle savait que Marcus essaierait de l'effacer. Sophie lui toucha le bras. Ses mains bougèrent doucement. Maman voulait dire la vérité. Daniel regarda sa fille, une enfant de 7 ans qui était déjà plus courageuse qu'il ne l'avait jamais été. Il prit son téléphone et appela Vivienne. Elle arriva à son appartement 1 heure plus tard, portant toujours les vêtements qu'elle avait depuis 2 jours. Ses cheveux étaient blancs d'effet et son visage était épuisé. Daniel lui montra la vidéo. Elle la regarda 3 fois, son expression se durcissant à chaque visionnage. « Nous pouvons l'utiliser, dit-elle. Marcus l'enterrera comme il a enterré tout le reste. Pas si nous la rendons publique, pas si nous la montrons à tout le monde en même temps. »
Vivienne sortit son téléphone et commença à appeler des journalistes, des reporters spécialisés dans la technologie, tous ceux qui voudraient bien l'écouter. Et puis elle passa un autre appel au FBI. 2 agents fédéraux arrivèrent le lendemain matin. Ils prirent des copies des fichiers, ils interrogèrent Daniel, ils examinèrent les journaux de bord et ouvrirent une enquête officielle contre Auralis Technologies pour fraude d'entreprise et homicide involontaire. Marcus essaya de nier, d'affirmer que les fichiers étaient fabriqués, mais la vidéo ne pouvait pas être truquée. La voix de Rachel, les horodatages, les métadonnées, tout y était. L'assemblée annuelle des actionnaires avait lieu dans 5 jours. Il était interdit à Vivienne d'y assister, mais il lui restait une carte à jouer. Un discours public devant les investisseurs, les médias et tous ceux qui avaient déjà douté d'elle. Elle demanda à Daniel de se tenir à ses côtés. Il accepta. La salle de conférence était bondée. Les actionnaires remplissaient les sièges. Les journalistes s'alignaient le long des murs. Les caméras suivaient chaque mouvement sur scène. Marcus se tenait au podium, livrant son discours préparé sur l'innovation, la croissance et l'avenir radieux d'Auralis. C'est alors que Vivienne entra. Les gardes de sécurité tentèrent de l'arrêter, mais elle continua d'avancer. Daniel et Sophie la suivaient, la foule murmura, le sourire de Marcus se figea. Vivienne monta sur scène et retira ses appareils auditifs. Elle les posa sur le pupitre avec un léger clic que le microphone capta. Puis elle commença à signer. La salle devint silencieuse, confuse, mais derrière elle, un écran géant s'alluma. Le système de traduction par IA qu'ils avaient donc construit ensemble, le système que Daniel avait codé et que Vivienne avait financé, commença à traduire ces signes en mots parlés qui emplirent la salle. Cette entreprise a réduit la vérité au silence. Aujourd'hui, le silence répond. L'écran changea. La vidéo de Rachel fut diffusée. Son avertissement. Les tests vidéo, le crash, la voix de Marcus lui disant « Les données n'ont pas d'importance ». Des halètements parcoururent la foule, les flashs des appareils photo crépitéants. Marcus tenta de parler, mais les agents du FBI qui attendaient au fond s'avancèrent. Ils lui passèrent les menottes au poignet devant des centaines de témoins. « Marcus Hale, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, entrave à la justice et négligence criminelle. » La salle explosa. Les journalistes criant des questions, les actionnaires se levèrent, mais Vivienne continua simplement de signer. Ses mains étaient instables, même si les larmes coulaient sur son visage. Rachel Brooks a essayé de sauver des vies. On l'a réduite au silence. Aujourd'hui, je lui rends sa voix. Daniel se tenait à côté d'elle, la main de Sophie dans la sienne. Il regardait l'homme qui avait tué sa femme se faire emmener. Ce n'était pas la paix, ce n'était pas la guérison, mais c'était la justice. Enfin. Les retombées furent rapides. Marcus fut officiellement inculpé. Le conseil d'administration lança une enquête interne. Des dizaines de dirigeants furent reconnus complices de la dissimulation. Certains démissionnèrent, d'autres furent licenciés. Les actions de l'entreprise chutèrent et Auralis Technologies fit face à des procès intentés par les familles des victimes à travers le pays. Mais Vivienne ne partit pas. Elle se battit pour reconstruire. Elle reprit le contrôle en tant que PDG, cette fois sans l'ombre de son père planant au-dessus d'elle. Et la première chose qu'elle fit fut de créer la fondation Rachel Brooks. Une fondation dédiée à l'éthique dans la technologie, à la protection des lanceurs d'alerte et au soutien des familles touchées par la négligence des entreprises. Daniel fut nommé directeur technique de la fondation. Il travailla avec des ingénieurs, des décideurs politiques et des défenseurs pour créer de nouvelles normes de sécurité pour l'IA. De vraies normes, qui placèrent les gens avant les profits. Et Sophie devint le visage de la nouvelle mission d'Auralis. Elle apparut dans les supports promotionnels, son sourire éclatant et son utilisation intrépide de la langue des signes montrant au monde à quoi ressemblait la véritable inclusion. L'entreprise intégra l'accessibilité dans tout ce qu'elle développait. Des consultants sourds et malentendants furent intégrés à chaque projet. Le système de traduction par IA qu'ils avaient construit devint open source. Gratuit pour tous. 6 mois après le procès, Sophie subit une opération pour recevoir un implant cochléaire. La procédure fut couverte par la fondation, ainsi que des années de thérapie et de soutien. Daniel lui tint la main dans la salle de réveil, attendant le moment où l'appareil serait activé. Lorsque l'audiologiste l'alluma, les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle pouvait entendre le bip des moniteurs, le froissement des draps, la respiration de son père. « Papa », dit-elle à voix haute. Sa voix était petite et incertaine. La gorge de Daniel se noua. « Je suis là, chérie. » Sophie sourit, des larmes roulaient sur ses joues. « Ta voix ressemble à de la lumière. » Vivienne se tenait dans l'embrasure de la porte, observant.
Elle avait été là à chaque rendez-vous, chaque consultation, chaque moment d'anxiété, et quand elle vit Sophie entendre la voix de son père pour la première fois, elle comprit ce pourquoi Rachel s'était battue. Pas seulement pour la sécurité, mais pour la connexion, pour la capacité d'être entendue et d'entendre, pour la chance de participer pleinement à un monde qui avait tenté de les laisser derrière. 1 an après l'arrestation, le café Seattle Bruce eut un nouveau propriétaire. Daniel utilisa une partie de l'argent de l'indemnisation pour le racheter à l'ancien propriétaire qui était prêt à prendre sa retraite. Il garda le nom, mais changea tout le reste. Le personnel fut formé aux bases de la langue des signes. Le menu incluait le braille. Il y avait des heures calmes le matin pour les personnes ayant une sensibilité sensorielle. Ce n'était pas seulement un café, c'était un espace où les gens qui étaient négligés pouvaient enfin se sentir les bienvenus. Un dimanche matin ensoleillé, Vivienne entra. Elle ne portait pas ses appareils auditifs. Elle n'en avait pas besoin ici. Elle portait une robe rouge, ses cheveux étaient crânement détachés, et elle semblait plus détendue que Daniel ne l'avait jamais vue. Elle s'approcha du comptoir et signa « Un latte au lait végétal ». Daniel sourit. Comme toujours. Sophie sortit en courant de l'arrière-salle, son implant cochléaire visible derrière son oreille. Elle avait appris à naviguer entre les deux mondes, signant quand elle le voulait, parlant quand elle en avait besoin. Ne s'excusant jamais d'être qui elle était. Elle serra Vivienne fort dans ses bras. La femme s'accroupit, lui rendant son étreinte avec une force qui la surprit elle-même. Ils s'assirent tous les trois près de la fenêtre. La lumière du soleil entrait à flots, réchauffant la table. Daniel versa du café dans 3 tasses. Celle de Sophie contenait surtout du lait, mais elle avait insisté pour en avoir une comme les grands. Ils parlèrent un peu, ils n'en avaient pas besoin. Certaines conversations se déroulaient en silence, d'autres par des mots, d'autres encore dans l'espace entre les deux. Dehors, la ville continuait de bouger, les voitures klaxonnaient, les gens passaient en hâte, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur du café, il y avait quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas le genre de paix qui effaçait la douleur, mais le genre qui créait un espace pour la guérison. Vivienne tendit la main sur la table et prit celle de Daniel. Il ne la retira pas. Sophie sourit et posa sa petite main sur les leurs. « Écoute avec ton cœur », signa Sophie de sa main libre. Daniel sourit. Les mots de Rachel, vivant à travers sa fille, à travers la fondation, à travers chaque personne qu'ils avaient aidé à trouver sa voie. La vapeur s'élevait de leur tasse, tourbillonnant dans le soleil. Quelque part en arrière-plan, la machine à expresso sifflait. Une chanson jouait doucement dans les haut-parleurs. Sophie riait de quelque chose qu'elle seule comprenait. Et pour la première fois depuis des années, Daniel sentit qu'il pouvait respirer. Vivienne le regarda et il lui rendit son regard. Pas de mots, juste de la compréhension. 2 personnes qui avaient appris que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de l'écoute. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de créer l'espace pour que quelqu'un d'autre soit entendu. La caméra aurait reculé si cela avait été un film. Elle les aurait montrés tous les 3 à la fenêtre, la ville derrière eux, la lumière tombant sur leurs visages. Elle se serait fondue au noir sur leur sourire, sur le café qui refroidissait entre eux, sur la promesse que certaines fins étaient aussi des débuts. Mais ce n'était pas un film. C'était la vie, désordonnée et compliquée, jamais vraiment terminée. Il y aurait d'autres combats, d'autres disputes, d'autres jours où le poids du passé semblerait trop lourd. Mais il y aurait aussi d'autres matins comme celui-ci. Plus de café, plus de rire, plus de moments où le monde semblait doux au lieu d'être cruel. Et c'était suffisant. L'écran deviendrait noir maintenant, s'il y avait un écran. Mais à la place, il n'y a que la chaleur du café, la vapeur des tasses, 3 personnes qui se sont trouvées dans les ruines et ont décidé de construire quelque chose de nouveau. Même dans le silence, l'amour parle le plus fort. Et il continuerait d'écouter.